Bonjour Farouja, ravi de t'accueillir sur le stand KPMG à Vivatech. Bonjour Cécile. Et merci de venir partager avec nous ta vision et tes convictions sur le thème de l'expérience employée et puis les attentes des collaborateurs dans un contexte où les retenir, les attirer et les engager, c'est réellement des sujets business clés. Et justement, pour pouvoir comprendre les transformations et l'impact qu'elles ont sur les attentes des collaborateurs, KPMG a lancé il y a quelques mois une étude avec Via Voice pour interroger en fait des salariés du secteur privé français, donc environ 2000 personnes interrogées, pour justement mieux comprendre les leviers de satisfaction au travail de ces personnes. Et donc dans les leviers de satisfaction qui ressortent en fait de cette étude, le premier, qui est cité par plus de 60% des répondants, c'est la reconnaissance et la rémunération, alors d'autant plus dans un contexte d'inflation qu'on n'a pas connu depuis plus de 30 ans. Le deuxième qui a été évoqué, c'est finalement l'organisation du travail. Autrement dit, comment on arrive à mieux répartir la charge de travail au sein des équipes des collaborateurs. Et alors je ne sais pas si le micro marche encore, au sein des équipes des collaborateurs, et comment finalement on arrive aussi à travailler les sujets de flexibilité, dont le télétravail est l'un des leviers clairement, mais aussi une attente en fait des collaborateurs vers plus d'autonomie, de responsabilisation dans les tâches qu'ils peuvent mener. Donc finalement l'enjeu étant pas vraiment de travailler moins, mais de travailler différemment et d'être plus autonome sur la réalisation de ces travaux. Et puis le dernier, j'allais dire, sur le podium de ces top 3 des attentes des collaborateurs, ça a été le sujet du développement des compétences, qui était particulièrement en fait important dans un contexte où on voit que les compétences évoluent en fait énormément. J'aime bien citer un ratio en fait de l'OCDE qui disait qu'en 1987 on avait à peu près une compétence, un savoir-faire technique qui était valide pendant à peu près 30 ans, et aujourd'hui c'est 18 à 24 mois. Donc on voit bien que les collaborateurs, ils ont une forte attente auprès de l'entreprise pour finalement maintenir leur employabilité. Donc voilà, je voulais juste donner en fait une vision un peu des grands éléments qui sont ressortis de cette étude. Mais ce qui est intéressant, c'est avec ton regard de DRH du groupe Engie, est-ce que finalement ces tendances et ces attentes dont je viens de parler, c'est quelque chose que tu retrouves au sein du groupe? Est-ce qu'il y en a d'autres en fait aussi que tu as pu identifier dans ton rôle? Alors bonjour à toutes et tous, bonjour à ceux qui nous suivent en ligne, et merci Cécile pour cette description très fidèle à ce que je perçois aussi dans mon quotidien de DRH au sein du groupe Engie. On a vu un vrai changement dans les comportements, dans les attentes des collaborateurs ces 3 dernières années. Alors il ne vous aura pas échappé qu'on a vécu une crise majeure avec la crise du Covid, mais pas uniquement. On est dans un environnement de plus en plus incertain, avec une crise énergétique, un réchauffement climatique et puis des incertitudes géopolitiques. Et donc tout ça amène nos collaborateurs qui vivent sur notre planète, comme vous et moi, au quotidien, de se dire est-ce que le travail occupe toujours cette place si importante dans ma vie? Et la réponse, c'est que ça s'est rééquilibré. Et donc forcément, ces attentes, elles ont changé et elles tournent davantage vers effectivement l'organisation du travail qui doit me permettre de pouvoir aussi avoir une vie personnelle beaucoup plus équilibrée, qui prend plus de place qu'elle n'en prenait auparavant. Et donc moins de tolérance à toutes les astreintes, par exemple, liées au travail, toutes les contraintes d'horaire de travail. Et donc ça, on le voit dans de nombreux secteurs. Et au sein d'Engie, on le constate également sur des postes techniques qui nécessitent des contraintes en termes d'horaire, en termes de 3-8, d'astreinte, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est un premier point. La rémunération, tu l'as cité, c'est évident, mais on connaît un contexte inflationniste assez exceptionnel, et donc ça devient aussi un critère, mais ce n'est pas le critère unique. Nos collaborateurs nous demandent aussi régulièrement de penser aussi et de les aider à se projeter. Alors il ne vous aura pas échappé, on est sur Vivatech aujourd'hui, que toutes les innovations technologiques, l'intelligence artificielle, les automatisations associées questionnent énormément aussi nos équipes, nos collaborateurs,
sur est-ce que mon métier demain va toujours être celui que j'occupe? Est-ce que l'entreprise est capable de m'accompagner? Est-ce que vous anticipez suffisamment toutes ces évolutions? Et ça, c'est une vraie attente. Et une entreprise qui se positionnera davantage sur ces sujets des compétences et de l'employabilité à venir, pas uniquement dans l'entreprise, mais pour la suite du parcours du collaborateur, marquera des points en termes d'attractivité. On est également sur une guerre des talents qu'on n'a jamais connue, un marché de l'emploi extrêmement tendu. Les rapports de force ont aussi un peu changé par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé, et des collaborateurs qui affirment d'autant plus leur valeur. Et donc cette valeur, elle est aussi à prendre en compte dans l'acquisition par les entreprises de ces compétences, et donc de faire davantage d'efforts dans de la personnalisation, notamment des packages de rémunération, mais pas uniquement, des parcours de carrière, etc. Un dernier point sur l'équilibre. On a beaucoup parlé du télétravail, de ce travail hybride. Alors aujourd'hui, j'ai le sentiment que les choses se sont un peu rééquilibrées. On a davantage de collaborateurs, bien sûr, qui ne renonceraient sous aucun principe au télétravail. Mais pour autant, on sent une demande aussi de plus de collectifs et de partager des moments aussi en collectif dans les lieux de travail, et une forte exigence aussi sur ce que ces lieux de travail soient des espaces vraiment accueillants. Donc je pense aussi que la stratégie immobilière, et c'est aussi ce que l'on fait au sein d'Engie, on est en train de construire un campus à la Garenne-Colombes, c'est aussi dans une dynamique aussi d'avoir un espace de travail du futur qui intègre également les attentes des collaborateurs, et aussi une dimension zéro carbone et d'être en lien avec notre raison d'être, qui est le net zéro carbone et l'accompagnement de la décarbonation de nos clients. Merci Farouja. Donc ce que tu évoques effectivement, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'attentes collaborateurs qui ont changé au travers de toutes les années. Comment finalement vous arrivez à suivre le changement, ces évolutions des attentes des collaborateurs pour toujours être au plus proche finalement de ce qu'ils attendent, et de pouvoir décliner des politiques qui fassent sens par rapport à ça? Alors c'est vrai qu'on a une longue tradition au sein d'Engie d'écoute des collaborateurs via un baromètre régulier, une enquête d'engagement. On a aussi des baromètres récurrents qui prennent la température régulière du corps social de nos équipes. Donc ça, c'est déjà un élément qui nous permet de remonter un certain nombre de points, de leviers d'amélioration qu'on peut avoir. Et donc systématiquement, on a ces écoutes-là. Puis ensuite, un peu comme dans des expériences clients finalement, moi je fais beaucoup le lien, et on parle beaucoup de cette symétrie des attentions. Ce que l'on fait pour les clients, pour les acquérir, dans un marché qui est compétitif, on a la même attention vis-à-vis des collaborateurs dans un marché qui est compétitif et qui est rendu de plus en plus compétitif. Donc cette écoute que l'on a avec derrière une prise en compte et des plans d'action, et également des petits groupes témoins de certains collaborateurs qui viennent aussi nous décrypter ce qu'ils ont voulu dire dans les enquêtes, c'est aussi une manière pour nous de retirer des actions beaucoup plus précises, concrètes aux attentes. On a également le levier du manager, c'est quand même un élément clé. On dit souvent qu'un collaborateur rejoint une entreprise et quitte un manager. Et donc pour nous aussi, dans une logique de rétention, de pouvoir jouer aussi et faire jouer au manager son rôle de coach des collaborateurs, c'est pour nous extrêmement important. Et un coach, ça aide à développer, mais ça aide aussi à mettre en place une atmosphère de sécurité psychologique, de bienveillance, de confiance, pour que les choses se disent également et nous permettent aussi derrière de tirer les plans d'action nécessaires. Alors tu citais justement le manager comme finalement quelqu'un d'important aussi pour être au plus près du terrain et comprendre les attentes des collaborateurs. Justement, ce qui ressort aussi de l'étude, c'est finalement ce rôle très important du manager de proximité, parce que finalement, il peut agir sur beaucoup des leviers de satisfaction au travail que j'évoquais et que tu évoquais aussi de ton côté. Du coup, une question me vient sur comment finalement le groupe Engie accompagne les managers pour qu'ils puissent être pleinement équipés pour jouer ce rôle qui est critique d'engagement et finalement de rétention des collaborateurs. Alors, on considère effectivement que le manager est le premier RH de l'entreprise. Voilà, c'est le premier niveau d'accompagnement, de coaching de nos équipes et de rétention, et d'éléments clés de rétention.
Donc on les accompagne déjà en leur donnant un référentiel de ce qui est attendu en termes de comportement du manager. Et donc différents leviers, la partie santé-sécurité, donc la santé des collaborateurs, l'intégrité, la diversité et l'inclusion sont des éléments extrêmement importants et donc on le porte dans nos NG Ways of Leading, donc qui sont le référentiel commun des leaders de l'entreprise, le trust, le fait de davantage faire confiance, l'accountability, voilà, ça fait partie aussi des éléments importants, fixer des objectifs clairs, le développement des compétences, le care, voilà, donc tous ces éléments-là sont retranscrits dans un référentiel et ensuite on accompagne bien sûr ces managers avec des formations, bien sûr, des coachings de prise de poste. On fait aussi beaucoup de coaching à distance pour certains managers. Donc, pour nous, un manager n'est pas juste un très bon technicien, un très bon expert c'est pas une compétence en fait, c'est un savoir-être et c'est une envie qui doit être encore développée tout au long de la carrière. Donc, ouais, d'ailleurs, effectivement, chez nos clients, où on a aussi des filières même de management qui se créent là où, en fait, parfois, historiquement, ça peut être les meilleurs techniciens qui deviennent managers, mais finalement, on reconnaît là aussi le fait qu'être manager, c'est pas juste être le super technicien le plus ancien dans l'équipe, mais que ça demande finalement toute une série de soft skills et de connaissances d'un point de vue pratique managériale pour être tout à fait au rendez-vous de ce qu'on attend. Peut-être une question aussi en lien avec le thème du stand KPMG qui est autour de l'impact. Ce qui ressort aussi de l'étude, hein, c'est finalement qu'il y a une forte corrélation entre l'adhésion qu'ont les collaborateurs sur les politiques RSE et les valeurs de l'entreprise et finalement leur niveau de satisfaction au travail. J'ai envie de te poser la question pour le groupe Engie, finalement comment vous accompagnez cette transformation ESG ou à impact pour finalement embarquer les collaborateurs dans cette transformation? Alors, au sein d'Engie, on a une raison d'être qui est très claire, hein, c'est l'accompagnement de la transition énergétique vers le net zéro carbone. Donc, cette raison d'être, à elle seule, elle nous permet de donner beaucoup de sens à nos collaborateurs. C'est pas forcément uniquement sur le levier accompagnement de la transition énergétique qu'on va embarquer les collaborateurs. Il y a bien sûr l'environnemental et le contexte actuel, le réchauffement climatique, la crise énergétique nous y aide beaucoup. Mais il y a également le S dans ESG, le social. Et donc, toute cette dimension de diversité, d'inclusion, d'impact social sur les territoires sur lesquels on est, c'est quelque chose qu'on investit beaucoup. C'est d'ailleurs un des comportements de notre NG Ways of Leading. Donc on souhaite clairement indiquer à nos managers, mais aussi à l'ensemble de notre collectif, que c'est un élément déterminant. Et d'ailleurs, ça fait partie d'un certain nombre d'objectifs du top management, des managers, de l'entreprise, et ça se décline dans tous les niveaux de la structure de notre entreprise. Cet élément de diversité, donc le 50-50, donc 50% de femmes dans notre encadrement. Voilà, c'est un objectif que l'on souhaite atteindre. On a fixé un objectif intermédiaire, bien sûr, de 35%. Plus d'inclusion, notamment dans la présence territoriale. Et donc, on est présent partout sur le territoire et ça nous donne, bien sûr, un impact plus fort. Le handicap, bien sûr, les diversités de toutes sortes. Et puis également notre engagement autour des communautés LGBTQ+. On a une communauté Friends. Voilà, donc c'est toutes ces communautés-là qui nous permettent en tout cas d'engager durablement, je pense, nos équipes et d'avoir bien sûr la dimension business, mais pas uniquement, une dimension sociale, sociétale, environnementale qui est plus forte. C'est là que les RH ont un grand rôle à jouer pour accompagner effectivement ce volet social de l'ESG, mais aussi finalement toute la transformation business du groupe. Merci beaucoup Farouja. On va ouvrir un temps pour les questions s'il y en a dans l'assistance. Bonjour, merci à toutes les deux, c'est très intéressant. J'avais une question justement, vous parliez de l'ESG et de cette notion d'impact qui vraiment
d'être engagés sur des sujets, donc l'inclusion, la diversité, l'environnement, le handicap. Est-ce que vos organisations respectives sont associées justement à des associations, à des partenaires du tissu associatif pour encore aller au-delà, je dirais contribuer encore plus au-delà de la raison d'être et de vos positionnements respectifs et aussi de vos politiques internes qui font en sorte que la RSE soit vive vraiment. Est-ce que vous avez un engagement aussi associatif quelconque Oui, en fait, quand on parle d'inclusion, l'inclusion, c'est pas juste une politique de l'entreprise qu'elle affiche, mais qui est déjà très bien, d'une posture qu'elle communique, mais c'est également de tisser en fait des liens en local avec notamment le tissu associatif, avec nos propres équipes qu'on engage, parce qu'on considère qu'on a, nous, 100 000 collaborateurs, 100 000 ambassadeurs en fait, d'un certain nombre de nos actions. Et donc, plus on engage les collaborateurs dans des actions concrètes, en lien avec le territoire, plus effectivement on passe de la bonne intention à l'action. Et donc, en effet, ce que vous dites est très vrai. C'est bien sûr que pour une grande entreprise comme la nôtre, c'est important d'afficher en fait ses convictions, sa raison d'être, mais c'est encore plus important de le faire localement et donc d'être très ancré. Donc l'ancrage territorial pour moi est clé et l'ancrage avec les associations, les partenaires locaux sont très importants. Ouais. Après, on est présent dans beaucoup d'endroits. Je peux peut-être répondre aussi pour KPMG. Donc effectivement, on est passé entreprise à mission il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et donc au cœur aussi des enjeux et des initiatives en fait, que l'on prend, on a effectivement la fondation KPMG qui joue un rôle en fait important où énormément de collaborateurs finalement donnent de leur temps pour accompagner selon des causes en fait qu'ils choisissent. Ça peut être du mécénat de compétences et d'accompagner effectivement des associations diverses pour développer leurs activités. Ça peut être aussi autour de lycées, lycées de la réussite, etc. Donc on a toute une série finalement d'initiatives et du temps qui est donné aussi aux collaborateurs sur son temps de travail pour pouvoir finalement aussi participer à la vie de la cité et s'engager au-delà de la manière dont nous aussi en tant que cabinet de conseil on accompagne aussi nos clients dans leur transformation, dans leur transition énergétique, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi du coup Allô ? Oui ? Ok. J'avais une question. Vous avez parlé de statistiques au début sur lesquelles vous vous basez pour revoir en fait la manière dont vous gérez tous les avantages, la formation, etc. pour la satisfaction. Mais comment est-ce que vous gérez un peu le cas par cas ? Par exemple, dans une entreprise à l'international, il y a des différences culturelles qui sont énormes et même d'une région à l'autre, les attentes peuvent être complètement différentes. Comment est-ce que vous gérez tout ça dans un contexte qui est extrêmement changeant ? Alors, c'est vrai que l'expérience collaborateur, on peut dire qu'il y a une expérience commune, parce que quand on est un groupe comme le nôtre, on souhaite donner quand même des fondamentaux. Je prends juste un exemple. On a mis en place une politique de prévoyance globale au niveau du groupe pour couvrir de manière équitable l'ensemble de nos collaborateurs où qu'ils se trouvent dans le monde. Donc avec une politique et un engagement assez fort de dire un collaborateur malade, et on l'a vu pendant le Covid, doit pouvoir avoir la même garantie qu'il se trouve en France ou dans un autre pays à l'étranger, et quelles que soient les législations des pays. Donc ça, c'est une base commune. Mais bien sûr, ensuite, il y a des particularités par pays, il y a des attentes, il y a une culture différente, et on a un maillage aussi RH par région qui nous permet d'intégrer en fait ces particularités. Il y a aussi des particularités légales, réglementaires, qui font qu'on ne peut pas tout faire pareil depuis la France et le siège que dans les différentes zones régionales. Donc on adapte ça, mais c'est vrai qu'on souhaite quand même avoir une promesse employeur, un traitement plus homogène sur certains fondamentaux qui nous semblent clés, qui semblent être la colonne vertébrale en fait de notre politique RH. Après, pour le reste, bien sûr, on adapte aux particularités culturelles. Ce qu'on constate aussi, c'est que finalement, chez beaucoup de nos clients, il y a effectivement ce socle de politique globale et d'expérience qu'on veut donner
qui est signifiant parce qu'on appartient à un groupe. Et puis il y a la capacité d'arriver finalement à personnaliser les expériences aux différents individus parce qu'on a tous des attentes qui sont différentes selon nos situations personnelles, selon nos envies, selon si on est jeune dans l'entreprise, si on est plutôt en fin de carrière. Finalement, quand bien même on est dans un même pays ou dans une même équipe, on peut avoir des attentes individuelles qui sont très différentes. Donc l'enjeu aussi finalement pour l'ensemble de nos clients, c'est finalement de faire cette articulation entre le socle et en même temps arriver à cette personnalisation dans l'expérience pour que ça fasse pleinement sens par rapport aux attentes individuelles des collaborateurs. Est-ce qu'on a encore un peu de temps pour une question ou... Alors peut-être la dernière question, s'il y a une dernière question. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour votre attention et puis merci beaucoup Farrugia d'être venu passer ce moment merci à vous. avec nous. Merci.